voyez donc l'écran partagé, non? C'est bien? Oui. Alors, donc, Monsieur Bourget, donc, vous avez donc entre une vingtaine donc, de minutes pour exposer le nécessaire donc, de vos travaux donc, de mémoire CFE. Donc, application de l'intelligence artificielle aux télécommunications par modélisation d'un système de communication par un réseau de neurones. Donc, merci, Monsieur le Président. Donc, je suis très heureux de présenter devant vous mon projet de fin d'études intitulé Application de l'intelligence artificielle en télécommunication par modélisation d'un système de communication par un réseau de neurones. Donc, avant d'entrer sur les détails de la représentation, j'aimerais bien de remercier les membres du jury qui acceptaient la présence pour évaluer mon travail, ainsi que mon encadrant, M. Blaise Khalen, et mon co-encadrant, M. Boutelli. Et donc, cette présentation va suivre le plan suivant. On va commencer par une introduction, puis on va définir l'intelligence artificielle et quelques notions de base de l'intelligence artificielle. Et après, on va parler un petit peu sur les auto-encodeurs et des définitions et architectures, ainsi que l'apprentissage non supervisé. Et on va faire une analogie entre un auto-encodeur et un système de communication. Et quatrièmement, le quatrième point sera notre application d'un système de communication par un auto-encodeur. Et on va terminer par une conclusion. Donc, l'intelligence artificielle, il devient un sujet d'actualité. Elle permet d'exploiter elle est exploitée dans des différents domaines. Elle permet de comprendre, de modéliser, d'apprendre et s'adapter à des situations nouvelles. Donc, on cherche d'appliquer l'intelligence artificielle en télécommunication. Notre objectif visé est de montrer l'importance de l'intelligence artificielle dans les systèmes de communication numérique et plus précisément la modélisation d'un système de communication d'entrée et de sortie et d'un canal sur un canal de type bruit additif à base des réseaux de neurones de type auto-encodeur. Et on va comparer les résultats obtenus. Il y a plusieurs définitions de l'intelligence artificielle selon les domaines qui sont l'intelligence artificielle appliquée dans ces domaines. Donc, on peut dire l'intelligence artificielle, c'est toute technologie informatique qui permet de résoudre des problèmes complexes. On ne recrue réservé à l'intelligence humaine, ou bien tout simplement l'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique et technologique qui visant à l'exécution par des machines, des ordinateurs ou bien des programmes informatiques. Il y a plusieurs disciplines sous ensemble de l'intelligence artificielle, à savoir le machine learning, par exemple, et l'apprentissage automatique. C'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. C'est un algorithme qui apprendra à la faire à partir des données d'entrée. Donc, on a des données d'une expérience A et un algorithme d'apprentissage et on peut construire une compréhension de base d'après notre donnée et un algorithme. Passons maintenant à le deep learning. Le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond, repose sur la construction de réseaux de neurones artificiels. Ces réseaux de neurones sont composés de milliards de neurones qui sont inspirés du cerveau humain. On a dit que le deep learning est aussi un sous-ensemble de l'intelligence artificielle, mais elle est appliquée souvent sur des quantités de données plus importantes. Il a des grands avantages dans les domaines vision par ordinateur, la reconnaissance de la parole, du visage et le traitement d'images naturelles, etc. Voilà un schéma descriptif des différentes disciplines, sous-ensembles de l'intelligence artificielle. On a l'intelligence artificielle,
le machine learning et le deep learning. Passons maintenant à les réseaux de neurones. Lorsqu'on dit deep learning, c'est automatiquement les réseaux de neurones profonds. C'est quoi un réseau de neurones? Un réseau de neurones peut être considéré comme un assemblage d'unités de traitement, dans notre cas des neurones, simples et interconnectés qui agissent en parallèle. Voilà ici un neurone. Donc, la plupart des figures sont en anglais pour juste ne pas perdre la signification des mots. Donc, ici, un neurone biologique. Et ici, un perceptron, c'est un réseau de neurones formel. Et ici, le deep neural network, c'est-à-dire le réseau de neurones profond, c'est-à-dire l'apprentissage profond. Un neurone est un système ou bien est une unité de calcul. On a dit qu'un réseau de neurones est constitué de plusieurs neurones, ou bien la base d'un réseau de neurones est le neurone. Un neurone est un système ou bien une unité de calcul qui permet à plusieurs entrées et à une sortie. Le neurone permet de faire la sommation des entrées et les poids de chaque entrée, et la sortie de notre neurone doit être avec une fonction d'activation qui s'applique à la sommation, nous donne la valeur finale de notre neurone. Il y a plusieurs architectures d'apprentissage profond selon les domaines, bien sûr, comme par exemple le perceptron multicouche, les auto-encodeurs, réseau de neurones convolution, etc. Donc, on va utiliser ce type-là de réseau de neurones qui s'appelle l'auto-encodeur. Pour l'utilisation d'apprentissage profond pour les systèmes de télécommunication, on peut trouver la modélisation et commande de processus, la classification. On peut faire des systèmes de communication après de bout en bout, comme par exemple dans la réalité, la classification des modulations numériques et les auto-encodeurs pour les systèmes sans fil, ainsi que la modélisation et identification des systèmes non linéaires. Et on peut utiliser aussi l'apprentissage profond pour l'égalisation des canaux et le traitement des images et des signaux non linéaires. Donc, l'apprentissage profond a un avantage un algorithme d'apprentissage profond après pourrait être exécuté plus rapidement à un coût énergétique inférieur à celui programmé manuellement. Passons maintenant à les auto-encodeurs. C'est quoi un auto-encodeur? Tout simplement, un auto-encodeur, c'est un cas particulier de réseau de neurones. Elle est du type réseau de neurones à propagation en avance et est un algorithme d'apprentissage non supervisé. Elle permet de construire une nouvelle représentation d'un jeu de données. Le nombre de neurones des couches cachées doit être inférieur à celui des couches d'entrée. Elle est semblable à un perceptron multicouche. Ce type auto-encodeur est plus utilisé dans le traitement des images, tel que ce qu'on appelle le débruitage des images. Le but d'auto-encodeur est pour avoir une sortie plus proche que l'entrée. Voilà, on a dit que l'auto-encodeur est un algorithme d'apprentissage non supervisé. C'est-à-dire, la réponse souhaitée n'est pas disponible initialement. On peut utiliser ça forcément dans les télécommunications, comme par exemple le codage et le décodage et l'égalisation aveugle, etc. Voilà ici un schéma descriptif d'un auto-encodeur. On a une entrée X et une sortie Y. Les couches d'entrée sont appelées l'encodeur qui fait le codage et les couches cachées à l'intermédiaire, et les couches de sortie sont appelées le décodeur qui fait le décodage. On a dit qu'il est très utilisé dans le traitement d'images, qu'on appelle le débruitage des images. Par exemple, si on a ici une image bruitée, on va passer cette image-là sur notre système et on va ici, comme un filtre passe-bas, donc éliminer le bruit et on va obtenir une image de type clair. Donc,
on va utiliser ça comme un système de communication, tel que la partie d'encodeur, on va le considérer comme un émetteur, les couches cachées comme un canal simple qui est de type canal à bruit additif, et la sortie, on va le considérer comme un récepteur. La différence entre les données reconstruites et les données initiales permet de mesurer l'erreur commise par notre auto-encodeur. Un système de communication, en le comparant avec des auto-encodeurs. Un système de communication est composé principalement d'un émetteur, un canal et un récepteur. Donc, on veut utiliser l'auto-encodeur comme un système de communication avec les couches d'entrée sont considérées comme un émetteur et les couches cachées, bien une couche cachée est considérée comme un canal et les couches de sortie, on va les considérer comme un récepteur. Passons maintenant à la simulation de notre système avec un auto-encodeur. Notre système d'auto-encodeur utilisé est constitué d'un émetteur, un canal et un récepteur. L'émetteur, on a dit que constitué de plusieurs couches de réseau de neurones, c'est-à-dire la première couche de réseau de neurones. Les neurones utilisent une fonction dans cette couche-là, utilisent une fonction d'activation du type relais. C'est rectified, linear, unite. Et les couches, la deuxième couche utilise une fonction d'activation du réseau de neurones du type softmax et une couche de normalisation. Et après, on envoie notre message ou bien notre signal vers le canal qui est du type à bruit additif. C'est le plus simple. Et la sortie ou bien le récepteur est constitué de plusieurs couches de réseau de neurones entiers. La première couche utilise la fonction d'activation relais et la deuxième, la fonction d'activation softmax. Voilà la fonction d'activation relais. C'est une fonction d'activation linéaire qui permet, qui est égale à x, si x est supérieur à 0 et égal à 0 sinon. Et elle laisse passer que les valeurs positives, elle est définie de 0 à plus l'infini. Et concernant la fonction d'activation softmax, c'est une fonction d'activation non linéaire le plus souvent utilisée dans les systèmes d'auto-encodeur et très utilisée dans les systèmes de classification. Voilà les paramètres dans notre auto-encodeur. Comme une notation générale, on utilise la notation NK si on voit un message à partir de M égale à K, c'est-à-dire on a K bits et M c'est le nombre d'états. Et à travers une utilisation du canal, R permet de calculer le rendement de notre système. Et on utilise un auto-encodeur qui est caractérisé par N égale à 2 et K égale à 2. C'est-à-dire, elle envoie un message avec 2 bits à travers le canal et notre le rapport signal sur bruit de notre canal à bruit additif est défini à 5 décibels. Et concernant l'apprentissage des réseaux de neurones, on utilise l'optimisation de type ADAM, c'est-à-dire Adaptive Moment Estimation, un taux d'apprentissage initial de 0,01 et des époques maximum de 15 et un taille minibatch, c'est-à-dire le nombre d'échantillons à analyser de 20 multiplié par M. Donc, après durant l'apprentissage de notre auto-encodeur, voilà ici la courbe en bleu présente la perte sur le jeu d'entraînement. On voit que lorsque les époques augmentent, donc le jeu d'entraînement augmente, la perte est diminuée jusqu'à que les époques est égale à 466 et le courbe en orange présente la validation sur le jeu d'entraînement. On voit que lorsqu'on augmente le jeu d'entraînement, on a une validation de plus que 90%.
Voilà notre auto-encodeur construit. Et la suivante, donc, on a dans la partie de l'émetteur, ce qu'on a dit, l'entrée et les couches de réseau de neurones et la couche de normalisation et après un canal de type bruit additif et la partie de l'émetteur est construite par est construite par plusieurs couches aussi et un canal de sortie ou bien une sortie. Donc, on entraînait notre système auto-encodeur et on veut envoyer un message avec 2 bits. Donc, le première figure présente la constellation reçue par notre système et la deuxième présente la constellation après. On voit que c'est presque le même dans le cas QPSK, c'est-à-dire modulation avec à stop de phase, avec une petite rotation de phase. Passons maintenant à le rendement de bloc error rate, c'est-à-dire le taux d'erreur binaire en fonction du rapport signal sur bruit. Donc, on change le rapport signal sur bruit et on trace le taux d'erreur binaire en fonction du rapport signal sur bruit. Et on l'a comparé avec un système QPSK 2.2, c'est-à-dire on voit avec 2 bits. On voit un message avec 2 bits. Et on voit que l'auto-encodeur, c'est presque les mêmes performances que le système QPSK, mais lorsque le rapport signal sur bruit est égal à 7,6, notre réseau commence à diverger. Une comparaison des performances de taux d'erreur binaire en fonction de rapport signal sur bruit de différents schémas de modulation comme QPSK 2.2, QPSK 4.4 et 8.8. Donc, en premier temps, lorsqu'on a un rapport signal sur bruit entre 0 et 4, on a l'auto-encodeur 2.2 à des bonnes performances, mais lorsque le rapport signal sur bruit dépasse 4 décibels, l'auto-encodeur 8 commençait à présenter des meilleurs résultats. Et d'après ça, on peut dire que les auto-encodeurs peuvent apprendre les schémas de modulation comme les systèmes QPSK et d'autres systèmes. Et on peut dire aussi que les réseaux de neurones sont capables de construire un système de communication d'une manière plus simple. Les auto-encodeurs peuvent apprendre les schémas de codage et de modulation conjointe d'une manière non supervisée. Les résultats sont simulés selon l'environnement MATLAB et montrent que les auto-encodeurs ont des biens performances comparant par le QPSK. Et comme perspective, on peut aller encore plus loin. On peut utiliser un type de canon, d'autres types de canons, et des canons plus complexes et plus réels. Et on peut ajouter des auto-encodeurs supplémentaires qui peuvent être utilisés pour étendre cette approche au système multi-utilisateur et au système multi-antenne. Donc, merci sur votre exposé et la clarté donc de cet exposé-là. Maintenant, je passerai donc aux collègues pour plus d'éclaircissement, de questions. En partant avec Monsieur Flicker, donc à vous l'antenne, Monsieur Flicker. Donc, si vous avez des questions à poser, des éclaircissements. Merci pour cette présentation. J'ai quelques questions. Je vais commencer par la fin. En fait, c'est l'étude que vous avez faite, considérant en fait 2 cas qui sont très très favorables finalement. Le premier cas, vous avez considéré un canal AWGN. Donc c'est un canal où on a juste un bruit additif. Oui. Donc qui dit bruit additif, on n'a pas besoin d'égalisation parce que
On a juste le bruit qui s'est rajouté sur le canal. On suppose qu'il n'y a pas de multipath, de tout ce qui est multitrajet. Donc, voilà ma première question. Je pose juste sur les conditions de simulation, et ensuite je vous laisse la parole. Et ensuite, sur le type de modulation. Vous avez pris une modulation qui a deux états, c'est-à-dire le QPS. Donc voilà, ma question principale, c'est pourquoi considérer des cas très favorables pour étudier votre système encodeur, à savoir AWGN et QPSK. Monsieur, en premier temps, on utilise le type de canal le plus simple pour juste avoir comment les autoencodeurs, le comportement des autoencodeurs avec ce système, et on utilise le QPSK parce que c'est presque le type de modulation le plus simple. Est-ce que vous avez vu que ça marche, mais est-ce que c'est adaptable à d'autres types de canaux de transmission? Là où ça pose problème, finalement, d'égalisation. Parce qu'en fait, le signal qu'on va transmettre entre l'émetteur et le récepteur, on ne va plus recevoir un seul signal avec un bruit additif. Vous avez défini par un rapport signal-secondaire, mais on va avoir aussi des multitrajets, des échos. Et c'est ça qu'il faut éliminer. Ce n'est pas le bruit lui-même. Est-ce que c'est adaptable selon vous, parmi les perspectives de travail sur cette analogie avec... Non, ce n'est pas adaptable, parce que c'est juste un canal, on a un canal qui n'est pas réel, qui est idéal. Ok, c'est le cas idéal, voilà, exactement le cas. Et ensuite, il y a une petite... oui, juste entre parenthèses, j'ai lu le rapport, peut-être qu'il faut recorriger le rapport, il y a beaucoup de fautes, de copies, des choses de ce type-là. Bon, c'est bien qu'il y ait quelque chose de propre. Si vous voulez que je vous enverrai les corrections, il n'y a pas de souci. Ensuite, si vous revenez à la page 27, là, vous nous montrez une constellation de QPSK. Voilà, avant, voilà, ici. Ici, vous nous montrez une constellation. Regardez. Reçue et apprise par l'auto-encodeur. Donc là, si j'observe, je peux en déduire qu'on a un taux d'erreur binaire nul. Et si vous allez à la page suivante, à 5 dB. À la page suivante, à 5 dB, si je regarde l'axe des abscisses à 5 dB, je suis à 10-2. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer comment on est arrivé, vous avez réussi à égaliser, à récupérer une constellation parfaite? Mais est-ce qu'il y a un lien avec le taux d'erreur binaire, ou que vous avez appelé le taux par bloc, d'erreur binaire par bloc, pardon? Dans ce cas-là, on a créé un auto-encodeur, ou bien on a entraîné un auto-encodeur pour un rapport signal sur oui qui est fixe à 5 dB. Mais dans ce cas-là, on varie le rapport signal sur oui et c'est variable ici. En fait, à 5 dB, si je regardais votre courbe, à 5 dB, j'ai 10-2. J'ai beaucoup d'erreurs, finalement. J'ai une erreur tous les 100 bits envoyés, au bloc envoyé. Mais je ne le vois pas dans notre figure. On voit quelque chose de parfait. Dans le schéma, donc, et il y a une rotation de base, une petite rotation de base. Oui. Ce point-là doit être placé. Oui. Une petite, oui. Il y a un petit décalage. Oui, il y a un petit décalage. Exactement, il y a ce décalage. On n'explique pas pourquoi on a ce décalage. On devrait être sur les axes de 0 et sur l'axe des abscisses. Une phase et une quadrature sur le même axe.
Oui, il faut montrer. Ok, je passe, c'est des petites remarques et des petites questions, peut-être ça vous permet de travailler, de retravailler des choses. Il y a un autre point et un critère que vous avez défini, c'est le rendement. Le rendement, vous l'avez défini comme étant le rapport de débit, de bits, sur le nombre d'utilisations du canal, le R. Oui, oui. Le nombre de bits de quoi? Le nombre de bits envoyés par ce système. Est-ce que c'est un débit ou c'est le cas? C'est un débit. On peut dire que. Regardez, si je prends là, par exemple, vous avez pris, si je prends le QPSK, vous avez pris un K égal à 2. Oui. D'accord. Le nombre, comment vous définissez le nombre d'utilisations du canal? Parce que ce rendement, en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que ce rendement, il va être toujours très faible. À quel moment on a un rendement qui est maximal? Dans le dernière figure, j'ai traité le cas d'un rendement égal à 1. Donc, K égale à 1. Donc, je prends K égale, par exemple, pour QPSK, je prends K égale à 2, N égale à 2. Oui. Deux sous-canaux. D'accord? On est bien d'accord. Et chaque canal, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus que ça, c'est juste des petites définitions. Si je prends N, je vais avoir deux canaux, d'accord? Comment vous définissez, à partir de ces deux sous-canaux, vous calculez ce rapport, le EB sur 1,0 que vous avez défini dans vos courbes? Est-ce que pour chaque canal, vous avez les 5, par exemple pour le cas de 5 dB, vous avez 5 dB, ou est-ce que c'est en série, c'est en parallèle? Je ne sais pas. Je ne vais pas comprendre la question. Ma question, vous définissez EB sur 1,0 comme étant le rapport signal sur bruit d'un canal. Oui, dans le cas binaire. Dans le cas binaire, on va prendre le K égale à 2 ici, d'accord? Oui. D'accord. Ma question, peut-être, elle est simple, hein, c'est juste, à quel moment vous calculez? Est-ce que pour chaque canal, vous avez le même rapport signal sur bruit? Parce que vous avez deux sous-canaux. Vous avez le rendement qui est défini par K sur N. Je reviens sur juste pour le cas où on a un rendement qui est maximal, c'est-à-dire R est égal à 1. Donc on va prendre K égale à 2, N est égal à 2, deux sous-canaux. Le rapport signal sur bruit, comment s'assurer qu'on a le même rapport signal sur bruit sur les deux canaux? Quel est l'intérêt? On a un canal parce que le nombre d'utilisations de canal et le nombre qu'on a envoyé notre bête. Par exemple, la première bête est envoyée et la deuxième, comme ça. On voit deux fois. Oui. Ok, j'ai bien compris. Ensuite, vous avez défini les poches. Vous avez tracé deux courbes de validation. Oui. Comment vous prenez, comment vous avez simulé ces époches de 0 à 460 par exemple? Ça correspond lors de l'entraînement dans notre réseau. Il faut tracer ces courbes-là pour voir est-ce que notre réseau de neurones est converge ou bien diverge. Et suivre notre réseau de neurones durant l'apprentissage. Pour un apprentissage de 0 là, que vous avez, vous partez d'un chiffre de perte de 1,2. Est-ce que c'est valable quel que soit l'auto-encodeur ou c'est par rapport au nombre de... Ça dépend le type de réseau de neurones. Est-ce qu'il y a une relation? Vous avez établi une relation entre ces deux? Non. Merci pour cette présentation et bon courage. Je vous laisse la parole. Merci.
Donc, merci M. Meloud. Donc, sur ces questions-là, ces éclaircissements. Donc, je passerai maintenant à M. Salih. Donc, si vous avez donc des questions posées. Pas vraiment, merci si ça fait. Quand même, je tiens à vous féliciter pour l'effort et pour votre attitude et votre manière de faire pour nous présenter ce que vous avez pu faire à travers cette application de l'intelligence de l'IA en télécommunication, par modélisation d'un système de communication par un réseau de neurones. Toujours votre encadrant intègre cette notion de réseau de neurones, applicable un peu partout, et on le comprend, et quand même, on en tire profit, on n'arrête pas d'en tirer profit à travers plusieurs thématiques. Alors, j'ai pas vraiment de questions parce que c'est orienté télécom. J'ai bien compris que vous avez opté pour les auto-encodeurs plutôt que d'autres alternatives, n'est-ce pas? Il n'y a pas que ça dans le deep ou bien de l'intelligence artificielle. Il y a bien sûr, vous l'avez évoqué dans l'un des slides, il y a autre chose, notamment le CNN, qui est très important aussi. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, bien qu'il y ait quand même quelques petites remarques sur la forme, notamment au niveau du rapport. Le rapport, félicitations, c'est un rapport très bien fait. Vous avez utilisé un logiciel spécifique, rédaction pour plus d'ajustements, etc. C'est bien. Il y a quand même une introduction, conclusion pour chaque chapitre, c'est très bien, c'est procédural dans les rapports de master. Sauf que au niveau de la biblio, j'ai vu quelque part tout à l'heure, vous devriez quand même rectifier le rectifiable concernant quelques références. Comment? Non, c'est pas question d'anglais, il y a quand même quelques références que vous devriez reformuler. Par exemple, le 11, c'est pas une biblio, c'est une webo, c'est une référence webographique. Okay? Et le 3, par exemple, n'est pas comme ça, c'est pas une référence comme ça. X, Y, principe de télécommunication, nos deux cours. Hein? Il devrait y avoir quand même plus de détails là-dedans. Mais c'est structuré, c'est numéroté, c'est référencé aussi dans le texte. J'ai vérifié quelques passages. Donc juste dans la dernière page, quand même, il y a une référence vide. Donc vous devriez quand même supprimer cette ligne, juste pour améliorer encore plus. Mais le rapport, il est très bien fait, un bon travail. Je ne vais pas, quand même, en respectant les spécialités, en n'étant pas télécom, donc je me contente de ces petites remarques. Bravo, monsieur, très bonne continuation. À vous la parole, c'est ça. Merci, M. Salih. Donc, je passerai à M. Moussaline pour nous donner quelques éclaircissements sur ce sujet-là. Merci. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à remercier l'étudiant Borzek pour le travail effectué. Donc, on a pu exploiter les réseaux de neurones dans la télécommunication. Donc, les remarques de Monsieur Frickel sont pertinentes. Donc, on va avancer dans le sujet. Je veux remercier Monsieur Frickel et aussi je veux remercier Monsieur Faleh. Donc, et concernant les fautes d'orthographe, donc j'aimerais savoir est-ce que vous avez déposé la bonne version ou bien vous étiez pressé par le temps? Parce que j'ai envoyé la première partie, donc où j'ai corrigé quelques chapitres, mais je crois la deuxième partie, tu n'as pas, t'es pressé par le temps. D'accord. Donc, j'aimerais que les remarques seront faites dans le rapport pour avoir un rapport bien rédigé et bien ficelé pour ne pas avoir des fautes d'orthographe parce que ça reste quand même un support pour les prochains promos. Donc, merci, Monsieur le Président. Vous savez, donc je passerai maintenant à l'encadrant principal, M. Blaise. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je félicite Monsieur
Bourziq, c'est ça. C'est ça. Donc, pour la qualité de travail, donc, qui est sérieux, qui est ambitieux, donc, il y a des qualités pour devenir un chercheur comme j'ai dit aux autres. Mais c'est ça la vérité, parce que moi, en général, je choisis des étudiants qui ont, ça veut dire l'habitude de travailler, d'être motivés. Donc, on te souhaite bonne continuation. Alors, je remercie aussi M. Freikel et notre voix, parce qu'il il a posé beaucoup de questions, il a discuté le sujet. Donc, il a porté beaucoup d'intérêt à ce sujet. Tout d'abord, comment j'ai pensé à utiliser, parce que dans les réseaux de neurones, il y a toujours une entrée, il y a des neurones pour faire l'apprentissage, voilà, donc il y a des couches d'apprentissage, il y a une sortie. Donc toujours, on utilise des vecteurs, ça veut dire caractérisant des données à l'entrée, et après l'apprentissage, en se basant sur des algorithmes donc bien définis d'apprentissage, on classifie ces données selon le type d'apprentissage qu'on choisit. Aussi, dans un système de télécommunication, il y a toujours dans un canal de transmission, donc il y a une entrée et une sortie, donc il y a un canal de transmission, il y a une impulsion, il y a tout ça. Donc l'idée que j'ai dans ma tête, c'est pourquoi ne pas voir, est-ce qu'on peut appliquer l'intelligence artificielle, faire une analogie avec ce que nous avons dans les réseaux de neurones, bien en général en intelligence artificielle, est-ce que nous allons dans, par exemple, l'identification aveugle, bien des choses comme ça dans un canal de transmission. C'est ça l'idée, c'est pourquoi j'ai posé ce sujet-là. Alors, en cherchant dans la littérature, il a trouvé que le bon exemple de réseau de neurones qu'il faut utiliser sont les auto-encodeurs. Donc, c'est ça. Donc, il m'a dit, écoutez, à travers ce type de classificateur d'intelligence artificielle qu'on peut utiliser, ce que j'ai dit, c'est de voir les principes de Shannon et tout ça. Est-ce qu'il faut respecter, par exemple, dans la théorie de l'information, il y a toujours, lorsqu'on fait transmettre l'information dans un canal, il y a des principes à respecter, mais il faut voir l'analogie. Est-ce que ça marche ou non? Donc, d'après la remarque de M. Freikel, pour les réseaux qui sont réels, ou bien pour les canaux réels, il faut toujours choisir, d'après ton travail, ça veut dire des modèles qui ne sont pas réels. Ça veut dire qu'il faut avoir des modèles mathématiques qu'on peut approcher sans se baser sur le cas réel. Mais normalement, on peut encore creuser dans ce sujet-là, s'il y a une opportunité de faire une thèse ou des choses comme ça. Donc, je n'ai qu'à te souhaiter une bonne continuation et merci, Monsieur le Président. Merci, M. Boulaïd. Donc, merci, M. Miloud, donc c'est notre fois, pour le temps que vous avez nous consacré pour donc assister à ces exposés-là. Merci notre fois. Donc, et passez-nous. Avec plaisir, c'est Saïd, et merci à tous les membres du jury. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui aussi. Oui, le dernier sujet, c'est un sujet qui est original. Donc, oui, il peut y avoir des perspectives par la suite, des canaux plus complexes. Juste dans le rapport, c'est dommage de ne pas le faire pour la présentation. Vous avez parlé des méthodes de gradient, d'égalisation adaptative. Donc, dommage de ne pas le présenter ici, mais bon, c'est pas grave. Ah oui. Voilà. Sinon, c'est félicitations, hein, c'est un sujet qui peut être. Et donc, merci notre fois. Merci à vous. Bon courage. Ouais, allez. Et à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir. Merci.